Bonjour à tous et merci pour votre venue sur ce webinaire qui aura comme objet un retour d'expérience d'une mission de role mining. Je suis Maxime Jacquin, ingénieur avant-vente chez Brainwave et je vais avoir le plaisir de co-animer ce webinaire avec Wavestone, dont David Giorgetti et Xavier Rettel auront le plaisir également de vous rendre compte de leur mission et de leur projet. Tout d'abord, je vais commencer avec un petit peu de mise en contexte. Imaginez un hôpital qui doit démarrer un projet de role mining, donc de création de catalogue de rôles métiers en pleine pandémie mondiale. Bien évidemment, les équipes métiers, les soignants sont occupés à des décisions de vie ou de mort quant à leurs patients, et les équipes IT, elles, sont plutôt frileuses quant à modifier des informations dans le système d'information, extraire des données, de participer justement à des ateliers liés à la qualité des données Active Directory ou applicatives. Travailler dans ce genre de contexte serait effectivement un casse-tête, une énigme à résoudre. Et pour autant, c'est effectivement ce qui s'est réellement passé l'année dernière dans le cadre d'un projet donc, de définition des rôles métiers mené à bien par nos collègues donc, de Wavestone. Je vais tout d'abord commencer par présenter la société Brainwave et à la suite, on présentera Wavestone et je leur rendrai la main pour qu'ils puissent donc vous parler plus en détail de ce projet, de cette mission. Donc Brainwave GRC est une société qui a donc maintenant 11 ans d'existence et qui est spécialisée dans l'audit et la cartographie des accès. En 2021, nous avons lancé notre première offre de service justement liée à la définition des rôles métiers. Et donc, nous avons des bureaux en Europe et en Amérique du Nord pour être au plus près justement de nos clients. Notre satisfaction, la satisfaction de nos clients est au centre également de nos enjeux. Et c'est pour cela que au niveau du Gartner, le Gartner Peer Insight, qui est une sorte quelque part de TripAdvisor, si vous voulez, des solutions IT, eh bien, les retours de nos clients sont plutôt très positifs. Nous avons donc des clients de tous secteurs d'activité, aussi bien dans le secteur de l'industrie, les secteurs financiers ou le secteur médical. L'idée générale de notre solution est de donner une visibilité à 360 degrés des accès des utilisateurs et de permettre des fonctionnalités de revue des accès et également de cartographie et de création de catalogue des rôles métiers. David, Xavier, je vous laisse poursuivre. Merci. Donc, bonjour à toutes et à toutes. David Giorgetti, je suis Senior Manager chez Wavestone et je travaille sur les problématiques cybersécurité et IAM. Je suis accompagné donc de Xavier Rettel qui est consultant dans la même practice. Alors, pour vous donner quelques mots sur Wavestone, Wavestone est un cabinet de conseil en transformation numérique avec plus de 3000 employés. On est présent dans 8 pays sur 12 bureaux. Nous sommes un acteur indépendant de premier plan dans le conseil en Europe notamment, et nous avons une practice dédiée à la cybersécurité, donc ce qui représente plus de 600 consultants experts sur les sujets cybersécurité. Nos trois différenciateurs clés, ce sont une approche innovante et une approche de doer. Ça veut dire qu'on n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis pour tester des solutions et se réinventer sur les sujets historiques de la cybersécurité. Donc, c'est vraiment l'alliance conseil et expertise. Comme la cybersécurité est au cœur des enjeux métiers, on a également développé des outils et du contenu ciblé sur certains secteurs d'activité et notamment des benchmarks de maturité sectorielle. Et on est également un acteur de confiance grâce à notre expertise reconnue au travers de la réponse à incidents, de la contribution à des conférences mondiales sur la cybersécurité et au développement d'outils spécifiques pour accélérer nos missions. Et bien entendu, la gestion des identités et des habilitations, l'IAM, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, fait partie et est une part importante de nos missions
en matière de cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous posons la question, et si le role mining était un jeu? Donc derrière cette question un petit peu rhétorique, l'idée c'est de se dire que si vous aimez jouer, si vous aimez participer à différents jeux, vous devriez trouver cet exercice de role mining relativement intéressant. Et peut-être qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez une vision, une image un peu plus divertissante de ce type de projet. Donc pour cela, nous allons vous partager, comme on l'a dit en introduction, notre expérience sur une mission que nous avons effectuée l'an dernier pour un hôpital et vous présenter quelques-uns des jeux auxquels nous avons joué au cours de ce projet. Donc le premier jeu auquel nous avons joué, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe des données. Alors je vais vous donner un petit peu de contexte sur cette mission qu'on a réalisée l'année dernière. Il s'agit d'un hôpital assez grand, 20 000 utilisateurs, qui a lancé un projet de gestion des identités et des habilitations. Alors, vous le savez sans doute, un tel projet, ce n'est pas seulement, ça ne consiste pas seulement à combler une dette technique, ni même à simplement automatiser des tâches. Quand on mène ce genre de projet, on va introduire de nouvelles habitudes en termes de cycle de vie, de gestion du cycle de vie des identités et de gestion du cycle de vie des autorisations. Donc l'idée de ce projet de role mining, c'est finalement de compléter le nouvel outillage qui est en train d'être mis en place pour qu'à l'ouverture du service, au lancement de la nouvelle solution, cette solution intègre un nouveau modèle d'habilitation, une nouvelle façon de gérer les habilitations des utilisateurs. Donc le premier jeu auquel on a joué, ce fameux labyrinthe des données, ça a consisté à donner du sens et à mettre en qualité les données. Donc on a navigué dans différentes données d'identité et d'autorisation. Vous avez quelques chiffres à droite. Donc on parle d'environ 10 000 permissions, de 500 000 habilitations attribuées aux utilisateurs. Et il a fallu donner du sens à tout ça. Vous voyez en exemple des fichiers qu'on a récupérés de différentes sources, donc sources ressources humaines et Active Directory principalement, mais aussi d'un référentiel d'autorisation, on va dire legacy. Et tout le travail a consisté à faire le lien entre les informations qu'on a récupérées dans ces différents fichiers. Donc faire le lien, on parle de corrélation, on parle de réconciliation. L'idée, c'est de donner du sens à ces données, de trouver le lien entre les différents fichiers, malgré des conventions de nommage différentes et des listes plus ou moins complètes, plus ou moins identiques d'utilisateurs entre les fichiers. Alors, c'est quelque chose de relativement courant hein, dans tout contexte d'entreprise où finalement, on n'a pas nécessairement des sources uniques et ou fiables pour les identités et pour les habilitations. Et donc, la modélisation est un petit peu différente. Il faut arriver à faire le lien dans tout ça. L'idée, c'est de se donner du temps pour faire cet exercice-là, qui est important, on le verra pour les phases suivantes. Et donc, se donner du temps, dans le cadre de cette mission-là, il nous a fallu environ 6 semaines pour éliminer le bruit, stabiliser les données avec un niveau de qualité qui soit acceptable et en trouvant les bons indices pour faire correspondre les données. Donc, niveau de qualité acceptable, derrière, qu'est-ce que je mets? Je mets la notion d'exhaustivité. Il s'agissait bien de faire notre modélisation pour l'ensemble des utilisateurs du système d'information. Un niveau de qualité acceptable en termes de convention de nommage et de description des habilitations. Il s'agit de garantir que les autorisations sont significatives, ont du sens, parlent et non pas simplement un code technique. Et puis, le bon niveau de qualité en termes de profondeur. Ça veut dire finalement déterminer quel niveau d'information sera utile sur l'appartenance à la hiérarchie organisationnelle, sur la description des métiers. On peut avoir des référentiels de données plus ou moins précis et donc il faut ajuster pour déterminer ce qui sera intéressant pour la suite de l'exercice. Donc, ce qui peut aider les atouts pour réussir un tel jeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est se donner du temps pour le faire. Et du temps pour faire quoi? Du temps pour y aller par itération. Donc, c'est l'approche tester et apprendre.
On fait différentes itérations, on teste des hypothèses sur la corrélation des données, sur le niveau de profondeur, et on s'appuie sur un outillage qui permet de répéter l'opération, ces fameuses itérations successives. Le fait que ce soit outillé, ça permet de gagner quand même énormément de temps et d'être plus sûr de la qualité des données. Et puis, ça permet de corréler plus facilement ces fameuses données, de fournir aussi des indicateurs, des KPIs, pour se faire une idée du progrès réalisé et en fonction de ces indicateurs de qualité, voir si on peut considérer qu'on a, on a terminé l'exercice ou pas. Voilà un petit peu ce qui permet de réussir ce premier jeu, le labyrinthe des données. Peut-être quelques précisions sur les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans un outil comme Brainwave GRC pour arriver à faire cette modélisation. Je te laisse la parole. Oui, merci David. Effectivement, comme tu l'as dit, un des enjeux, un des nombreux enjeux de projets tels que le projet de définition des rôles métiers, c'est effectivement la mise en qualité des données et également la phase de corrélation, c'est-à-dire les liens qui vont être créés entre les différents objets, les comptes, les identités, leurs droits d'accès. Effectivement, l'idée d'être outillé pour cet exercice-là, c'est bien de rendre à la fois l'opération répétable dans le temps, mais également de permettre cette mise en qualité des données directement en ajout des informations sur les cibles. L'idée, c'est que au travers du studio, c'est l'endroit auquel vous avez dû paramétrer comment charger, comment analyser les données fournies par le client, eh bien, on peut travailler sur ces aspects-là en nommant, par exemple, en listant une nomenclature pour codifier les métiers, en mettant petit à petit justement en qualité les données des différentes sources, pour que, une fois que ces informations sont intégrées dans la solution et dans les fonctionnalités de définition des rôles métiers, les permissions soient cataloguées, les permissions soient décrites, soient notamment porteuses d'informations contextuelles concernant le niveau de risque, etc. L'idée de cette phase de corrélation des données, c'est bien de représenter, c'est ce qu'on voit sur le premier schéma, l'écosystème entourant l'utilisateur. Donc, de par les différents comptes d'accès qui sont donnés au sein des applications et également les droits, les ressources auxquelles ils peuvent accéder. Puisque ce sera effectivement sur ces ressources-là que vont porter les différents rôles métiers qui vont être créés. L'idée des KPI que l'on voit sur la partie basse sont plutôt liées au fait de pouvoir vérifier à tout moment, depuis les interfaces d'une solution telle que Brainwave, la mise en qualité ou l'avancement de la mise en qualité des différentes données. Et donc, ça demande effectivement de pouvoir avoir ce lien extrêmement fort entre les comptes d'accès d'une personne, entre la personne en elle-même, son positionnement dans l'organisation et également les données auxquelles elles peuvent accéder au sein des différentes applications. Merci pour ces éléments. Du coup, on a vu qu'on avait réussi à sortir du labyrinthe des données. Maintenant, je vais laisser Xavier expliquer la partie plus intéressante, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces données-là en termes de modélisation. Merci David. Donc je vous propose de passer au deuxième jeu qu'on a appelé donc le puzzle des habilitations. Alors finalement, qu'est-ce que c'est ce puzzle des habilitations? Alors maintenant qu'on est bien sorti du labyrinthe de données, finalement en fait il est temps de créer les rôles à proprement parler. Donc ça c'est vraiment une phase clé du processus et habituellement la bonne pratique c'est d'organiser des ateliers au cours desquels on peut construire des rôles en combinant à la fois la vision métier et la vision technique. C'est un exercice plutôt délicat car souvent c'est un exercice inédit au sein du contexte d'une entreprise. Donc, quels sont les atouts principaux pour réussir ce jeu? Donc le premier atout, ça va être la capacité à mobiliser des personnes qui ont les bonnes connaissances, les bons niveaux de connaissances. Ils vont être capables de prendre les bonnes décisions qui concernent le modèle d'autorisation. Donc là, il va falloir trouver des personnes qui connaissent bien les processus métiers, qui connaissent la structure organisationnelle, le fonctionnement des applications, les différentes règles de sécurité qui sont en place. Donc il ne s'agit jamais d'une seule personne. Le plus souvent, c'est en fait une petite équipe de représentants du métier et des différentes équipes techniques. Le deuxième atout, ça va être de choisir les bons périmètres. Alors les périmètres qui sont plutôt orientés métier, donc qui vont être plus faciles à modéliser et là où la refonte du modèle aura le plus fort impact. Peut-être pas commencer par les équipes techniques IT par exemple, au moins au début. Mais ces périmètres doivent aussi avoir une volumétrie appropriée, c'est-à-dire pas trop petit
pour ne pas se retrouver à devoir organiser trop d'ateliers et pas non plus trop grand pour faciliter le processus de modélisation et être assez pertinent. C'est un équilibre qui est plutôt difficile à trouver, mais c'est vraiment un des facteurs clés de succès dans la méthode de role mining. Alors tout ça, c'était en théorie, et pour revenir à notre cas, à la mission qu'on a pu mener, donc à cause de la crise du Covid et surtout parce que notre client était dans le secteur médical hospitalier, on n'avait aucun contact métier qui était disponible pour nous aider à mener à bien ces ateliers. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté, on a dû adapter notre approche pour poursuivre la réalisation du projet. Et donc on a joué finalement nous-mêmes le rôle du métier. Donc on a utilisé les outils, donc Brainwave, comme si on était véritablement en train de mener un atelier de modélisation classique, en prenant la place du métier. On a commencé à travailler la modélisation sur 2 périmètres pilotes, un qui était plutôt restreint avec environ 400 collaborateurs et 9000 habilitations, et un autre un peu plus grand, donc 1000 collaborateurs et 30 000 habilitations à peu près, pour voir si notre approche pouvait passer à l'échelle. Donc à la fin de cette étape, les résultats qu'on avait, donc les résultats préliminaires étaient plutôt prometteurs, comme vous pouvez le voir. Donc avec un nombre de rôles plutôt restreint, on arrivait à environ 65-70% de couverture des habilitations avec le modèle. Alors bien sûr, comme on n'a pas eu de contact avec le métier pour challenger ce modèle, c'était un petit peu difficile de se positionner, mais on a quand même réussi à challenger les résultats avec notre correspondant de sécurité. Donc on était quand même plutôt confiant dans ces résultats. Merci Xavier. Est-ce que tu peux nous dire, comme tu as eu du coup la casquette, la double casquette métier et a participé à plusieurs ateliers, quelles sont les principales fonctionnalités que tu as utilisées et quelles sont celles que tu as trouvées les plus utiles? Oui, bien sûr. Alors, les fonctionnalités principales qu'on a utilisées, c'était notamment l'outil de visualisation de données. Donc, ce qu'on voit en haut, donc le tableau croisé dynamique qui permet de voir les différentes habilitations sous forme visuelle, qui nous était très utile, notamment parce qu'on a pu faire des filtres très facilement, on a pu changer les dimensions de l'analyse, changer leur ordre et créer des rôles. Là, on voit et des couleurs, c'est quand même très visuel, très facile à prendre en main. On a également la notion de rôle global qui nous a été utile, donc qui nous a permis de masquer les permissions qui sont assignées à la plupart des collaborateurs. C'était souvent des permissions techniques, type des accès au VPN, au proxy, des choses comme ça. Et donc, en les excluant de cette phase de modélisation, on a réduit le bruit et donc on a facilité la phase de modélisation. Également, ce qui était utile, c'est un outil de regroupement automatique qui, finalement, en un clic, permettait de mettre en évidence certains regroupements et donc de faciliter la modélisation de certains rôles. Et enfin, je dirais que ce qui nous a été utile, c'est l'affichage de la progression en temps réel. On peut voir sur l'écran du haut la barre de progression sur l'écran d'atelier qui nous permet en fait en temps réel d'avoir une estimation de la couverture des rôles concrets. Et dans la capture du bas, on voit donc c'est un dashboard un peu plus global où là on a une vision plus globale sur l'avancement sur chacun des périmètres de role mining. Oui, effectivement, c'est assez important d'avoir un reporting en continu de l'avancement, justement la constitution de nos rôles métiers. Je pense qu'un des enseignements aussi que l'on peut avoir, c'est que la progression à 100% est très difficile à obtenir, voire même impossible. L'objectif des rôles métiers, c'est bien évidemment de ne pas forcément englober l'ensemble des droits discrétionnaires de toutes les applications, mais bien l'ensemble que l'on peut essayer de regrouper. Merci beaucoup, Xavier. Alors ça, c'était pour le jeu numéro 2, le puzzle des habilitations. Mais comme on est joueur, on a voulu jouer à un autre jeu. Xavier, je te laisse expliquer ce qu'on a fait ensuite. Ouais, alors je vous propose de passer à notre dernier jeu qui est pour qui est ce rôle. Donc là, comme je le disais, donc sur la base des résultats qu'on a obtenus sur nos organisations pilotes, on a constaté que notre méthodologie semblait être la bonne. Mais comme on ne pouvait pas poursuivre cette méthodologie traditionnelle avec des ateliers, on a plutôt décidé d'évaluer le potentiel global du modèle remanié afin d'avoir et finalement de pouvoir partager et de présenter une vue d'ensemble des résultats qui pourraient être atteints une fois le modèle mis en place. Donc 2 objectifs ici. Le premier, c'était d'automatiser le processus, d'industrialiser le processus de modélisation des rôles pour pouvoir plus facilement le généraliser sur l'ensemble du périmètre et également aller plus loin en identifiant les règles d'attribution, c'est-à-dire en identifiant donc quel rôle devait être donné à qui.
Donc, deux atouts principaux pour ce jeu. D'une part, pour l'industrialisation du modèle, nous avons mis en place des scripts personnalisés qui permettaient de reproduire notre méthodologie et notre algorithme de création de rôle. Alors, dans notre contexte, donc dans le domaine de la santé, mais c'est quelque chose qui pourrait probablement fonctionner dans d'autres contextes plutôt normés, on a travaillé avec un algorithme itératif basé sur la similarité des habilitations suivant différentes dimensions. Là, vous pouvez les voir sur la droite. Donc, la première dimension que nous avons retenue, c'était le métier. Et ainsi, si par exemple 90% des infirmières avaient une permission donnée, on pouvait créer un rôle avec cette permission et une règle d'attribution pour donner ce rôle à toutes les infirmières. Ensuite, on regardait donc par exemple toutes les infirmières qui faisaient partie d'une organisation spécifique et on créait des rôles et des règles, ainsi de suite. Ainsi de suite, donc avec toutes les autres dimensions. Donc, dans notre cas, on avait pris dans l'ordre le métier, puis le croisement entre le métier et les différents niveaux organisationnels. Donc à la fin, on s'est retrouvé avec une première liste de rôles et de règles d'attribution. Mais pour limiter la taille du modèle final, on a décidé d'appliquer un seuil qui permettait finalement de choisir uniquement les règles et les rôles les plus rentables, c'est-à-dire celles qui permettaient de traiter le plus de droits. Donc l'avantage de l'automatisation, c'est que finalement on pouvait facilement mettre en œuvre l'approche tester et apprendre dont on a parlé tout à l'heure. Et finalement, on a pu très facilement jouer avec les dimensions, donc changer l'ordre de l'analyse, faire des analyses croisées entre les différentes dimensions. Et ça nous a aussi permis d'ajuster facilement les différents paramètres, les différents seuils de similarité et de rentabilité qu'on a mentionnés, tout en finalement en ayant les résultats en appuyant sur un bouton. Donc, une fois le modèle travaillé, on a pu le valider par comparaison avec les résultats obtenus lors de la modélisation des périmètres pilotes. Mais alors, bien sûr, on est conscient des limites de cet exercice, car comme on n'a pas pu organiser les ateliers habituels avec le métier, c'était un petit peu difficile pour nous de remettre en question la légitimité des autorisations actuelles. Et donc, on peut dire qu'on était véritablement dépendant de la qualité des données actuelles. Au final, donc, nos estimations sont plutôt prometteuses. C'est-à-dire qu'on a 2/3 des utilisateurs qui sont couverts par notre modèle, avec 2/3 des 500 000 autorisations qui sont couvertes automatiquement par le modèle et le reste en droit discrétionnaire. Alors bien sûr, le modèle qu'on a mis en place, qu'on a créé, doit encore être affiné au cours d'atelier, mais je suis convaincu qu'il va constituer un excellent point de départ une fois que le métier sera de nouveau disponible. Oui, effectivement. Juste une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire, Xavier. Je pense effectivement la solution, n'importe quelle solution, la solution Brainwave en particulier, est effectivement très intéressante pour toute la partie corrélation, mise en qualité des données, mais elle ne vient qu'en appui quelque part d'une méthodologie. Et je pense qu'une expertise telle que celle que vous avez mis en avant là lors de ce contexte particulier, et surtout cette capacité à s'adapter à différentes situations et surtout la clé de la réussite. Merci, messieurs. Du coup, c'est là où on s'est arrêté en termes de jeu pour notre mission. Mais pour conclure, ce qu'on peut se dire, c'est que oui, le role mining, c'est bien, ça peut être un jeu, ça peut même être plusieurs jeux, on l'a vu, que ce soit le labyrinthe des données, le puzzle des habilitations ou encore pour qui est ce rôle. Mais contrairement aux jeux et aux règles de jeu classiques, là en fait, vous pouvez en avance de phase disposer des atouts. Ce sont les bonnes pratiques qu'on vous a présentées ici, que ce soit en termes de l'approche, trouver la bonne approche basée sur tester et apprendre, driver par des indicateurs, ou aussi avoir le bon outil ou les bons outils pour réaliser la corrélation, la visualisation des données ou l'automatisation de certaines de ces tâches. Donc, on espère que à l'issue de ce webinaire, vous trouverez ce jeu du role mining plus distrayant. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les modèles d'autorisation en général, vous avez un lien en bas de l'écran vers 2 articles qui présentent les questions essentielles qu'on doit se poser quand on refond son modèle d'habilitation. Voilà, merci. Merci David.
Je vous propose de prendre quelques questions. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. Alors, la première question concerne la modélisation donc, que vous avez eu l'occasion de réaliser. On a parlé un petit peu des rôles transverses ou des rôles globaux. Est-ce que vous avez eu affaire à traiter des rôles attribués par défaut à tous les utilisateurs ou est-ce que vous avez également rencontré lors des ateliers des surallocations de droits? Est-ce que lors de ces ateliers, vous avez constaté des écarts justement par rapport à ce que devrait normalement posséder un utilisateur? Alors en fait, on a fait l'exercice, donc Xavier a expliqué qu'on déterminait des règles pour attribuer automatiquement certains rôles. Et effectivement, comme on a mis des seuils entre 80 et 90% de similarité, on se retrouve avec des utilisateurs qui, si on appliquait notre modèle, se verraient appliquer des permissions en plus. On a fait une analyse de cet impact-là sur la surallocation et on est, enfin sur la sous-allocation plutôt, et on est dans ce sens-là à moins de 1% d'habilitation en plus que générerait notre modèle. Après, sur la surallocation, c'est-à-dire des utilisateurs qui auraient des permissions en dehors de notre modèle, dans l'exercice actuel, il ne s'agit pas de les retirer. On a vu qu'on arrivait à couvrir 2/3 des habilitations affectées. C'est dans une logique d'automatisation. Après, l'écart entre le modèle théorique et la réalité des habilitations, généralement, ça fait l'objet de revues qui sont ciblées et on va regarder, j'allais dire ligne à ligne, utilisateur par utilisateur, on va scruter précisément ces habilitations supplémentaires et voir si elles sont légitimes, elles peuvent l'être, ou si elles doivent être révoquées dans la foulée. Je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Le temps pour une dernière question. Donc, on a parlé des difficultés d'avoir des sachants métiers ou des sachants applicatifs disponibles, bien évidemment liés au contexte. Est-ce que vous pensez que réaliser ces ateliers à distance serait quelque chose de réalisable? Alors, nous, comme on l'a dit, hein, la modélisation, elle s'est faite en chambre, donc on n'a pas eu l'occasion vraiment de pratiquer à grande échelle ces ateliers-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas idéal, mais c'est possible. C'est sûr que sur des échanges comme ça, où, comme le disait Xavier, on va mobiliser des personnes avec une connaissance plutôt technique, une connaissance plutôt métier, je pense que l'animation d'un tel atelier, elle se fait plus facilement en présentiel. Après, selon les circonstances, on s'adapte. Hein. On a vu que dans le projet, on a été agile pour réorienter les objectifs et la façon de faire. Je pense que ce serait pareil sur l'organisation d'ateliers à distance. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, on a fait le tour pour les différentes questions. Si jamais vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à rentrer en contact, soit donc de Brainwave, soit de Wavestone, au travers de nos différents sites ou de nos différents réseaux sociaux, et à nous envoyer vos questions. On se permettra d'y répondre directement par mail. Merci à tous les deux, merci à tout le monde, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.